La réalité véritable ne peut être réduite à la réalité observée. Alain Aspect. Salut internautes et pris de justice et liberté, bienvenue sur ma chaîne. Le paranormal, s'il y a un sujet tourné en dérision par les tenants de la pensée unique, c'est bien celui-là. Mais avant d'approfondir le sujet, je te tourne dans l'autre sens pour que tu profites de cette mer démontée et peut-être un petit peu de soleil. Comme d'habitude aussi, note que je ne prétends pas avoir raison ou détenir la vérité. Tout d'abord parce que je me fous royalement d'avoir raison, j'ai passé l'âge des combats d'ego, et ensuite parce que chacun a sa propre perception de la vérité, découlant directement de la manière dont on s'informe et dont on expérimente sa propre vie. Note aussi que je suis entièrement responsable de ce que je dis, mais en aucun cas de ce que tu comprends ou de la manière dont tu interprètes ce que tu entends. J'ai synthétisé des milliers d'heures de recherche factuelle, vérifiables et vérifiées, dans mon livre « Chronique d'un éveil », dont je mets le lien du site éditeur en description. Par conséquent, je n'ai ni temps ni énergie à perdre en débats et polémiques stériles. Sache donc qu'un commentaire en dit bien plus long sur toi que sur moi. Alors si ça n'est pas constructif, abstiens-toi. Alors, le paranormal, qu'est-ce que c'est? Avant toute chose, j'aurais très bien pu titrer cette vidéo « L'ufologie, c'est quoi ?» tant les deux sujets sont intimement liés. Pour comprendre ce que sont probablement les phénomènes paranormaux et ufologiques, il est important de réfléchir d'abord à comment, en tant qu'humains, nous percevons la réalité. Notre perception de cette dernière se fait essentiellement via nos cinq sens. La vue, l'ouïe, l'odorat, le goût et le toucher. Mais pas que. Pour un nombre sans cesse croissant de personnes, le sixième sens, l'intuition, est de plus en plus prise en considération dans la perception de ce qu'est notre réalité. Pour comprendre ce que j'entends par intuition, se reporter à ma précédente capsule. Petite parenthèse d'ailleurs concernant cette dernière traitant de spiritualité. Pour les curieux ou férus de phénomènes ufologiques, en plein centre de l'écran, dans le nuage à la droite du soleil levant, à partir d'une minute 04 secondes, il y a des lumières clignotant par intermittence. Je ne sais pas ce que c'est. Si quelqu'un a une explication, je suis à l'écoute. Parenthèse fermée. Doit-on réduire la réalité véritable à la réalité observée, comme le dit Alain Aspect, que je cite en introduction? Ce grand scientifique français invalida dès 1982, via ses expériences sur les vitesses supraluminiques, la théorie d'Einstein imposant une vitesse de la lumière limitée et infranchissable. Personnellement, je suis d'accord avec lui. Je ne crois pas que la réalité véritable se réduise à la réalité observée. Je ne crois pas que tout se limite à ce que nous pouvons voir, entendre, goûter ou sentir. Par exemple, nous ne voyons qu'une infime partie du spectre lumineux. Infrarouge et ultraviolet sont invisibles pour les yeux du commun des mortels. De même pour notre ouïe. Les infrasons et les ultrasons ne nous sont que très rarement accessibles. Par conséquent, un lieu commun tel que « je ne crois que ce que je vois » est plus que réducteur. Il est en réalité, lorsqu'on y réfléchit honnêtement, parfaitement ridicule. Fais une expérience toute simple. Assieds-toi dans un endroit calme, silencieux, et essaie d'écouter la musique. Tu n'y arrives pas? C'est normal, il n'y en a pas. Maintenant, allume ta radio. Il y a de la musique. Ton récepteur allumé est capable de syntoniser les ondes présentes dans l'environnement. Tu ne vois pas ces ondes. Pourtant, elles existent. Effectivement donc, notre réalité ne peut être réduite à la réalité observée par nos sens. Une fois ce postulat posé, qu'est-ce qui peut empêcher de penser qu'il existe dans le vaste champ subtil informationnel dans lequel nous baignons tous et que Max Planck appelait la matrice, des formes de vie encore inaccessibles et peut-être même hors de notre champ de compréhension? Hormis nos croyances limitantes, fruit de notre milieu social, éducation, culture et expérience, en quoi est-il inenvisageable que puissent se côtoyer des formes de vie vibrantes à des fréquences et dans des dimensions différentes? Personnellement, je ne m'interdis pas de le penser, d'autant plus que de très nombreux scientifiques éminents et sérieux expliquent clairement qu'aujourd'hui, après près d'1 siècle d'études de la mécanique quantique, nous entrons dans l'ère de la physique de l'information.
Et dans l'univers, tout est information. Lorsqu'on accepte ce postulat de départ, somme toute plutôt logique, lorsqu'on accepte d'envisager ces possibilités comme étant de l'ordre du bon sens, en fait, lorsqu'on accepte de remettre en question sa propre perception du monde, tout prend du sens. L'ufologie, le paranormal et la spiritualité ont probablement plus à voir avec la conscience et ses différents états qu'avec le monde de la matière par lequel nous nous définissons. Lorsqu'on décide d'observer le monde par un prisme différent, tout devient possible. Les théories paraissant farfelues la veille ne sont finalement pas si stupides que ça. C'est même souvent précisément l'inverse. Par exemple, la théorie de la Terre creuse, inspirant probablement Jules Verne dans son célèbre roman Voyage au centre de la Terre, n'est pas si ridicule lorsqu'on étudie le sujet et qu'on fait abstraction du discours dominant. Ce dernier ridiculise tout ce qui dérange sa vision du monde ou la bonne marche de ses petites affaires. Pour information, à son époque, l'un des plus grands défenseurs de cette théorie n'était rien de moins qu'Edmond Halley. Oui, le grand scientifique qui donna son nom à la fameuse comète. De même pour la théorie reptilienne, inspirant certainement elle aussi et à son époque Sir Arthur Conan Doyle, le père de Sherlock Holmes, dans son fameux roman Le Monde perdu. Est-elle réellement si stupide et dénuée de fondement? Après tout, concernant l'hypothèse reptilienne en particulier, lorsqu'on se place dans une perspective de temps long, si l'on accepte pour vrai que les dinosaures peuplaient la planète avant d'être éradiqués par un astéroïde il y a 65 millions d'années, en vertu de quoi serait-il si ridicule d'imaginer qu'une espèce de saurien encore inconnue à ce jour ait évolué et soit à l'origine même de notre création? Bien que je n'adhère pas totalement à ce que préconisent certaines de ces théories, à aucun moment je ne m'interdis d'envisager leurs possibilités. Selon moi, c'est véritablement ça un esprit scientifique. Éviter le dogmatisme et s'ouvrir à d'autres champs du possible. À titre informatif, les co-découvreurs de l'ADN, James Watson et Francis Crick, supposaient eux-mêmes déjà à leur époque que ce dernier, l'ADN, avait subi une transformation à la suite d'une intervention non naturelle il y a entre 50 000 et 100 000 ans. Intervention de qui? De quoi? Comment? Et pourquoi? Il n'y a aucune affirmation définitive à ce sujet à ma connaissance, mais il y a matière à spéculation. Si on ajoute à cela le fait que toutes les civilisations en tout temps et en tout point du globe ont eu pour divinité, référence ou symbole à un moment donné de leur histoire un serpent ou un dragon, il est possible, sans tomber dans des délires mystico-religieux et pour un cartésien comme moi, d'accorder un certain crédit à ce type de théorie. D'ailleurs, le serpent n'est-il pas l'archétype par excellence du mythe fondateur des principales religions du livre? Ce qu'il est important de comprendre selon moi, c'est que beaucoup de sujets et de théories ressurgissant aujourd'hui par le biais d'une information accessible à tous via Internet ont déjà fait l'objet de débats en leur temps. Par exemple, l'eugénisme promu par tous les dingos dirigeant ce monde fut fortement débattu à partir de la deuxième moitié du 19e siècle. Donc, rien de nouveau sous le soleil. En fait, toutes ces théories paraissant ridicules aux yeux du grand public ont toujours fait l'objet de discussions plus ou moins animées auprès d'initiés dans les cercles d'influence, les sociétés discrètes voire secrètes et autres loges maçonniques. D'ailleurs, notre grand auteur national Jules Verne appartenait à la société secrète appelée Société du brouillard. Pas étonnant dès lors que ces romans apparaissent aujourd'hui avec le recul comme des livres d'anticipation plutôt que des livres de science-fiction. Il avait probablement déjà en son temps accès à des informations inconnues du commun des mortels et inaccessibles pour la masse. Il est primordial, selon moi, de prendre conscience que l'enseignement prodigué à la plèbe diffère de celui reçu par les personnages influents façonnant leur époque. Peu importe finalement que tu crois ou pas à l'existence des ovnis, extraterrestres et autres phénomènes paranormaux. Eux, ils y croient. Et il y a fort à parier qu'il existe d'excellentes raisons à ça. Intéresse-toi, si le cœur t'en dit, à une intervention de Christine Lagarde, alors patronne du FMI, Fonds monétaire international, en 2014 devant le National Press Club au sujet de l'importance du chiffre 7. Tu trouveras la vidéo en accès libre sur YouTube.
La véritable question que l'on devrait tous se poser est: pourquoi est-il si important pour les puissants de ce monde de nous maintenir dans l'ignorance de sujets éminemment importants et fondamentaux pour comprendre notre perception de la réalité? J'ai ma petite idée sur le sujet. Et si tu veux plus de détails, reporte-toi à ma capsule traitant du complotisme. Mais comme d'habitude, il est presque toujours question de pouvoir et de contrôle. En conclusion, je considère personnellement qu'il n'y a aucune raison valable de penser que nous sommes seuls dans l'univers. Lorsqu'on prend le temps d'observer la voûte céleste, penser le contraire devient soit très naïf, soit très présomptueux. Je considère qu'il n'y a aucune raison valable de penser que les voyages intergalactiques sont impossibles pour des civilisations plus avancées que la nôtre, maîtrisant la gravitation et capables de s'affranchir de la vitesse de la lumière. Je considère qu'il n'y a aucune raison valable de penser que l'existence d'autres formes de vie éthériques, angéliques ou dans des dimensions parallèles à la nôtre est impossible. Je considère qu'il n'y a aucune raison valable de penser que les déplacements interdimensionnels sont irréalistes. Lorsqu'on connaît le voyage astral, la question ne se pose même pas. Je considère qu'il n'y a aucune raison valable de penser que le vaste champ subtil informationnel a déjà révélé tous ses secrets. Enfin, je considère aussi qu'il n'y a aucune raison valable de penser que certaines théories sont plus crédibles que d'autres parce que communément admises. De très grands chercheurs et scientifiques, tels Jean-Pierre Petit, Jean-Pierre Garnier-Mallet, Philippe Guillemant, Jacques Vallée, pour ne citer que des Français, mais bien d'autres, proposent des théories et des hypothèses rendant le monde bien plus lumineux, pour peu que tu prennes le temps de les étudier, bien sûr. Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin d'une vision optimiste, bien que pragmatique, de notre réalité. En définitive, lorsque nous prenons conscience que nos pensées sont créatrices et façonnent notre réalité, il est très vraisemblablement préférable d'opter pour une perception du monde réjouissante. Une vision où l'expansion de nos consciences permet, à l'instar du récepteur radio, de syntoniser avec des formes de vie encore difficilement perceptibles par nos cinq sens. Et après tout, nous fonctionnons en tant qu'humains comme de véritables antennes émettrices et réceptrices. Peut-être suffit-il simplement de s'exercer à capter les bonnes fréquences. Personnellement, je préfère ça au transhumanisme, ce monde merveilleux tant vanté par des psychopathes réduisant tout au monde de la matière. J'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé, et ce n'est pas parce que je suis heureux que je chante, mais c'est parce que je chante que je suis heureux, sont deux citations que j'adore, car lorsqu'on les applique dans son quotidien, notre perception de la réalité change. Par conséquent, changer positivement et individuellement sa propre perception du monde n'est pas une option pour qu'un avenir collectif possible et optimiste remplace un futur individualiste probable et triste. À toi de choisir. Un futur prétendument enchanteur car transhumaniste, dans lequel nous serons des surhumains, supposément augmentés, des demi-dieux, alors qu'en réalité, dans les faits, nous serons rien de moins que des robots biologiques au service d'eux et contrôlés par des sociopathes. Ou alors, un monde où ton ouverture d'esprit et l'expansion de ta conscience permet d'être en lien avec ton entourage, ton environnement et avec Mère Nature, ainsi qu'une syntonisation harmonieuse avec d'autres formes de vie et la force transcendant tout. Me concernant, mon choix est fait, et sans l'ombre d'une hésitation. Voilà. Fais-en ce que tu veux. Comme il est coutume de dire, abonne-toi, mets un pouce en l'air, appuie sur la petite cloche, commente et partage si le cœur t'en dit, mais surtout n'oublie pas, éteins ta télé, fais tes propres recherches. Car lorsqu'on suit les médias dominants, on fait partie du problème, pas de la solution. Allez, à la prochaine, internaute épris de justice et de liberté. Tu n'es pas seul.